Je disais donc que je prends la parole ce soir dans un contexte particulier qui est celui du début de ce que l'on appelle le cessez-le-feu. Je dis ce que l'on appelle parce que je pense qu'il est important de prendre un peu de distance par rapport à cette notion. Le cessez-le-feu n'est pas la paix, le cessez-le-feu est une formule qui appartient au vocabulaire de la guerre, mais qui laisse entendre qu'on est en train de franchir une étape vers la paix. Et c'est cela qui me semble être douteux, même si au stade où nous en sommes, on ne peut pas encore faire des diagnostics définitifs. Mais enfin, il me semble qu'il est déjà plus réaliste de parler de trêve, et de ce point de vue-là, de se réjouir de ce moment. Car depuis 15 mois, les Palestiniens de Gaza vivent une véritable torture collective, quelque chose de l'ordre d'un supplice infligé par les bombardements, les destructions causées par l'armée israélienne. Et l'arrêt de ces bombardements est indiscutablement un soulagement, donc une nouvelle réconfortante qui nous vient de là-bas. Ça n'est pas si fréquent. Personnellement, le seul moment où j'ai senti quelque chose de réconfortant au sujet du conflit en cours, c'est en mars ou mai dernier, pardon, je ne me souviens plus précisément, lorsque les mandats d'arrêt ont été émis par la Cour pénale internationale à la demande du procureur. Mandat d'arrêt qui tardait, c'est donc en mai, puisque ça avait pris beaucoup de temps, mandat d'arrêt qui n'avait toujours pas fait parler d'eux, 6 mois après la requête du procureur, au point que nous étions nombreux, j'en faisais partie, à être convaincus que ces mandats d'arrêt ne verraient jamais le jour. Il faut reconnaître aussi bien au procureur qu'au juge, je fais là une petite parenthèse, il faut reconnaître au procureur et aux 3 juges de la Cour pénale internationale un courage certain, car d'une part, ils ont fait progresser la Cour pénale internationale vers une certaine crédibilité, puisque jusqu'alors ne tombait sous la coupe de cette juridiction internationale que, grosso modo, les ennemis de l'Occident, ceux qui étaient, je ne parle pas de démocratie nécessairement, mais ceux qui se situaient dans le camp des amis de l'Europe, de l'Occident, échappaient à cette juridiction, et ceux qui y tombaient étaient systématiquement considérés comme hostiles, qu'il s'agisse de Laurent Gbagbo, de Milosevic ou d'autres, de Omar El-Béchir, etc. Donc tout cela, donc c'était un moment particulièrement fort, notamment parce que la Cour pénale internationale franchissait les limites qui lui avaient été plus ou moins explicitement imparties, et c'était des dirigeants israéliens et des dirigeants du Hamas qui étaient visés par ces mandats, et l'on voyait enfin, pour la première fois dans l'histoire de ce conflit, en tout cas de la partie récente de ce conflit, l'expression d'une volonté internationale qui avait une certaine signification, qui pouvait peser non pas sur le cours immédiat du conflit, mais dans sa durée, d'autant que la Cour internationale de justice avait repris à son compte les condamnations de la colonisation et avait parlé d'un génocide plausible, ou en tout cas d'un processus, je retraduis dans mes termes, d'un processus qui, s'il se poursuivait, conduirait à un génocide, à un crime qualifiable de génocide. Ça, c'était la Cour pénale, la Cour internationale de justice au mois de janvier. Je rappelle, pour ceux qui ne sont pas familiers avec ces institutions, que la Cour internationale de justice juge des différends entre États. C'était l'Afrique du Sud qui avait porté plainte contre Israël, mais ce sont les États et pas les personnes qui tombent sous la coupe de cette juridiction. Et lorsque cette question sera jugée, c'est-à-dire dans 2, 3, peut-être 4 ans, il s'agira simplement d'une déclaration. Il n'y aura pas d'acte de justice prononcé contre des personnes, mais une condamnation. Et
ou pas d'ailleurs, mais enfin je ne veux pas préjuger, mais en tout cas au mieux, disons, une condamnation qui sera prononcée par la Cour internationale de justice, mais qui sera sans suite directe pour les personnes concernées. Tandis que les mandats d'arrêt pour crimes contre l'humanité et crimes de guerre émis notamment contre le Premier ministre israélien et contre plusieurs hauts dignitaires du Hamas, mais qui ont tous été assassinés par les Israéliens. Donc aujourd'hui, je ne sais pas s'il y a d'autres personnes du Hamas qui sont visées par des mandats de la Cour pénale internationale, dans la mesure où celle-ci n'est pas tenue de rendre public ces mandats. Et cela pour une raison tout à fait défendable, qui est que le secret de ces procédures permet à la fois la protection des témoins et la protection des investigations, dans la mesure où les gens qui sont visés ne sont pas nécessairement au courant du fait qu'ils sont visés. Mais en tout cas, lorsqu'il s'agissait de ces hauts représentants du Hamas d'un côté, d'Israël de l'autre, là, ils se sont sentis obligés, compte tenu du rang hiérarchique occupé par ces personnes, de rendre ces mandats publics. Et évidemment, sur le plan symbolique, ça avait un certain poids, donc sur le plan politique également. Cela a provoqué des réactions qui méritent tout de même d'être soulignées, puisque un certain nombre de responsables politiques, on se demande d'ailleurs à quel point ils peuvent être irresponsables, ces responsables politiques, en disqualifiant de façon frontale, de façon massive, la justice, puisqu'ils déclaraient que mettre dos à dos une démocratie et un groupe terroriste, c'était absolument scandaleux, c'était irrecevable, c'était inaudible, et accuser un des responsables politiques qui dirige un État qui est lui-même en quelque sorte héritier des victimes de Auschwitz et d'un génocide commis sous le Troisième Reich, a quelque chose d'obscène, puisque si vous êtes victime d'un génocide, vous ne pouvez pas être coupable d'un autre génocide. Rappelons au passage que Netanyahou n'est pas victime d'un génocide, que les victimes d'un génocide ne sont plus là pour parler de leur sort, et que beaucoup de gens parlent en leur nom de façon totalement abusive. Mais en tout cas, ces deux arguments étaient mobilisés dans un discours d'une vacuité étourdissante, puisqu'on ne voit pas pourquoi les victimes d'un crime ne pourraient pas commettre un crime à leur tour. On a malheureusement bien trop d'exemples de cela, donc c'est tout simplement une ignorance de l'histoire, de la psychologie, bref, du monde tel qu'il va. Et par ailleurs, arguer du fait qu'Israël est une démocratie, je viendrai sur ce terme parce qu'il y a une bataille de mots sur laquelle il faut s'apesantir un petit peu, mais arguer du fait qu'Israël est tenu pour, considéré comme une démocratie pour faire échapper ses dirigeants à des accusations de crimes, ça n'a absolument aucun sens. Dans un tribunal, qui est une cour pénale ou une cour criminelle, on juge des faits. On ne juge pas un statut social, on ne juge pas une histoire, on ne juge pas une idée, on juge des faits. Or, les faits, ils sont tout de même patents. Aujourd'hui, on peut considérer que pendant ces 15 mois de guerre, environ 100 000 Palestiniens ont été tués, ont été assassinés directement du fait des bombardements et des effondrements d'immeubles qui en ont eu lieu, c'est-à-dire à peu près le double du chiffre que donne le Hamas, car le Hamas se fait un devoir de ne fournir des chiffres de mortalité qu'à partir de constatations directes, c'est-à-dire de cadavres présents et identifiés. Or, il y a toutes sortes de cadavres qui n'ont pas été identifiés, et il y a de nombreux disparus qui ne sont disparus que parce qu'ils sont enfouis sous les décombres. Ils ne peuvent pas avoir disparu autrement, puisque Gaza est une prison, comme chacun sait. Donc il y a au moins, disons, 90 000 à 100 000 morts directs en l'espace de 15 mois. Ce qui nous ramène au fait, et là j'en viens, disons directement à cette guerre, à cette débauche de violence,
ce qui nous amène à constater, ou en tout cas à observer, que cette guerre de Gaza, cette guerre contre les Palestiniens, et non pas contre le Hamas, 100 000 morts, il n'y a pas 100 000 membres du Hamas à Gaza. Donc cette guerre menée contre les Palestiniens est une guerre de tous les records, ce qui est assez rarement souligné, mais qui peut être aisément démontré. C'est par exemple la guerre qui a tué le plus d'enfants. Ça, on doit cette remarque à l'UNICEF et aux Nations Unies plus généralement. Plus d'enfants que toutes les guerres cumulées depuis le début du siècle. Le début du XXIe siècle, naturellement. Je ne parle pas des nombreuses guerres coloniales, guerres mondiales du XXe siècle. Elles se déroulent à une autre échelle. Donc, le record du nombre d'enfants tués, record du nombre de journalistes tués, record du nombre de bombes tombées, record du nombre de largeur, de dimension de la destruction qui vont depuis le minage, je veux dire le minage, et non pas le bombardement éventuellement occasionnel ou des conséquences de l'explosion d'une bombe à proximité. Non. La destruction délibérée, organisée par des spécialistes du minage, des universités, l'éventrement des cimetières, la destruction des terres agricoles, la destruction d'à peu près tous les lieux d'éducation, quels qu'ils soient, la destruction évidemment des lieux de culte, des mosquées, y compris de l'église qui continue d'exister à Gaza. Et je vais arrêter là cette litanie pour simplement insister sur le fait que c'est inédit. Et c'est inédit parce que ce sont des bombardements à la fois infligés par une armée ultra technologisée, ultra puissante, débordant de moyens fournis pour l'essentiel d'ailleurs par les États-Unis, ça a été abondamment répété, je pense que chacun le sait, mais également par l'Allemagne, qui fournit environ 20 à 25% de l'armement et des munitions israéliens, donc une dimension significative. Mais l'intégralité de cette ferraille, ce déluge de fer et de feu s'est abattu sur une population captive. Parce que dans d'autres conflits qui, disons, mobilisaient une violence très intense, je pense à la guerre civile, la guerre de Syrie entre 2011-2012 et 2015, la guerre du Congo qui continue, vous l'avez peut-être entendu, il y a des développements récents encore aujourd'hui. D'ailleurs, une guerre infligée par un ami d'Israël, le Rwanda, qui utilise, comme Israël, le paravent du génocide pour commettre des crimes et des exactions de masse dans l'est du Congo. Il y a là un parallèle qui mérite d'être souligné. Mais en tout cas, qu'il s'agisse de ces conflits-là, Congo, Soudan, ou de conflits passés comme la Syrie, ou un peu plus anciennement la guerre de Tchétchénie, qui a été particulièrement cruelle. Les bombardements de Grozny ont été absolument atroces. Grozny est une ville aplatie, mais ses habitants avaient des portes de sortie. Ces habitants avaient des voies qui leur permettaient d'aller, de retourner au village, de retourner dans une autre bourgade d'où ils étaient originaires, pour se mettre à l'abri de ces bombardements. Rien de tel n'existait à Gaza, sauf pour un certain nombre de personnes privilégiées qui ont pu sortir en Égypte en payant très cher leur sortie, en gros 3 000 $ pour un enfant, 5 000 $ pour un adulte. Vous voyez, une famille de 10 personnes, comment elle peut s'offrir le passage de cette frontière de Rafah, et ces dollars étaient payés à une agence de voyage qui s'était vue octroyer par la présidence égyptienne la capacité de faire franchir la frontière à des gens dont elle pouvait faire la liste, la soumettre au service égyptien, puis les faire sortir réellement. Ces gens-là se sont fait quelques centaines de millions de dollars, je dis bien quelques centaines de millions de dollars dans
environnement de corruption, de cynisme et d'abus de pouvoir qui est absolument révoltant également. L'Égypte, comme on le sait, a participé au blocus de Gaza, participe au dépouillement des Palestiniens. Enfin, tout ça est effectivement pas brillant. D'ailleurs, on peut dire, d'une manière générale, que les Palestiniens sont les laissés pour compte du monde démocratique comme du monde arabe, y compris ce que les partis, disons, démocratiques du monde arabe ou plus ou moins démocratiques. Il y a une sorte d'indifférence, voire de méfiance à l'égard des Palestiniens, qui est un sujet en soi. Je ne vais pas le traiter parce que je pense que ça demande une connaissance à la fois historique et sociologique de toutes sortes de pays que je ne possède pas, que je ne maîtrise pas. Je m'abstiendrai de cela. Je me contente de constater que d'un peu partout viennent des signaux d'indifférence. Aucun pays n'a, par exemple, rompu les relations diplomatiques avec Israël depuis 15 mois, y compris aucun pays arabe. Donc les manifestations de solidarité, les grands moments d'émotion collective sur des scènes publiques sont des exercices de tartufferie pure et simple. En fait, les Palestiniens sont vraiment laissés à leur compte, d'où l'importance des mobilisations des différentes sociétés civiles, car si les pouvoirs politiques sont indifférents, les sociétés, elles, ne le sont pas. Ni les sociétés arabes, naturellement, qui ressentent une sympathie, un élan, une compassion, et donc une solidarité directe avec les Palestiniens, et quand même un certain nombre de sociétés, et notamment des partis jeunes, des sociétés dans le monde dit occidental, au sens le plus large du terme, manifestations que l'on a vues depuis Sciences Po Paris jusqu'à Columbia à New York, en passant par de nombreuses universités, mais également de nombreuses des quartiers populaires, des villes européennes où on a vu de grandes manifestations, pas tellement en France d'ailleurs, mais dans d'autres pays européens. Donc la solidarité avec la Palestine, d'ailleurs, cette soirée, cette salle ultra comble en témoigne, ça n'est pas un vain mot. Les Palestiniens ne sont pas seuls dans le sens où leur sort est comment dire, l'objet d'une compassion, d'une information, d'une volonté de transformation très très large dans le monde. Mais du côté des pouvoirs politiques, ça n'est pas le cas. Ça ne le devient que dans la mesure où les sociétés se mobilisent. Par exemple, pour prendre une situation un peu lointaine, mais qui aura un impact stratégique non négligeable dans la région, les accords d'Abraham, ces fameux accords conclus par, enfin, ce deal, pour le dire dans les termes de Trump, le nouveau président américain, les accords d'Abraham, où on a le Maroc, les Émirats arabes unis, le Soudan en particulier, qui sont des accords non pas de paix, car ces pays n'étaient pas en guerre, mais des accords de normalisation avec Israël, doivent être élargis à l'Arabie saoudite. Et l'Arabie saoudite, qui était tout à fait partante pour normaliser elle-même ses relations avec Israël, parce que notamment les technologies de surveillance policière développées par Israël sont extrêmement précieuses pour un grand nombre de dictatures dans le monde, et Israël fait un commerce extrêmement juteux de ces logiciels, de ces dispositifs de surveillance Internet, surveillance des mails, etc. Et puis il y a sans doute d'autres technologies, plus directement militaires, qui intéressent, mais enfin c'est essentiellement, disons, du matériel policier et militaire que Israël exporte. Israël est devenu un producteur extrêmement innovant, extrêmement dynamique, avec l'avantage, en plus, d'appliquer directement ces saloperies, tous leurs dispositifs de surveillance et de destruction. C'est en gros comme cela qu'on peut résumer ces innovations. Elles sont mises en œuvre et leur efficacité est vérifiable. Et évidemment, les clients étrangers sont très sensibles au fait que les armements, les logiciels, les systèmes d'intelligence
artificielle, enfin tout le dispositif, disons, à la fois de hardware et de software destiné à surveiller et détruire que Israël vend, c'est du matériel éprouvé. Cela étant, on peut aussi avoir un sourire, si la situation n'était pas aussi tragique, sur la manière assez spectaculaire dont le Hamas et les autres groupes palestiniens avec le Hamas, le 7 octobre, ont rendu sourds et aveugles les dispositifs militaires et policiers israéliens avec des moyens, disons, de low-tech par opposition à la high-tech israélienne. C'est des motos, des ULM, des drones, évidemment, et des armes de poing. Donc, ces accords d'Abraham étaient sur le point d'être signés sans aucune référence à la question palestinienne, ce qui a été pendant longtemps une sorte de frein empêchant un certain nombre de pays arabes de normaliser complètement leurs relations. Eh bien, ce frein a été levé, mais le Hamas, le 7 octobre, a cassé ce dispositif et à partir de ce moment-là, l'Arabie saoudite n'était plus en mesure de signer, de rentrer dans les accords d'Abraham. C'est particulièrement important à souligner parce que, notamment, MBS, donc le prince dirigeant d'Arabie saoudite, avait clairement signifié son indifférence totale à la question palestinienne. L'idée d'une solidarité ethnique ou que sais-je, culturelle, politique, est très très éloignée de cet homme, de la pensée de cet homme, et d'ailleurs des dirigeants saoudiens et de nombreux dirigeants du Golfe, plus généralement. Et on voit avec les Houthis que le fait de manifester sa solidarité avec les Palestiniens, ça peut être une source de danger, sachant qu'eux-mêmes font courir du danger aux bateaux qui traversent le Golfe, puisqu'ils sont régulièrement attaqués par des missiles Houthis. Mais laissons cette partie de côté. Aujourd'hui, l'Arabie saoudite ne peut plus entrer dans les accords d'Abraham, ne peut plus entrer dans l'accord, d'Abraham, sans avoir une requête particulière et irrécusable, irrévocable, qui est la création d'un État palestinien. Ça va créer un peu de tirage entre les États-Unis, Israël et l'Arabie saoudite, puisque, comme vous le savez, Israël a voté une loi interdisant la création d'un État palestinien. Donc ce n'est pas simplement un discours politique, c'est même inscrit dans la loi. Une loi, ça se vote, ça peut se dévoter. Naturellement, ça n'est pas... la marche est toujours possible. Mais enfin, ça montre bien à quel point, en Israël, on n'est pas disposé à adopter la fameuse solution des deux États, qui a sans doute été pendant longtemps une solution, mais qui, depuis les années 2000, avec le mitage de la Cisjordanie, semble être une solution plus théorique, plus utopique, plus idéalisée que concrète. Enfin, je voulais insister sur l'importance des mouvements de solidarité sociale, des mouvements sociaux dans le monde, qui, en dépit des accusations d'ignorance, d'antisémitisme, de racisme, qui leur sont jetées de manière absolument ignoble à la figure, ont malgré tout tenu bon, malgré aussi les menaces, les censures, les menaces pesant sur la carrière, l'identification sur Facebook de tous ceux qui avaient émis des slogans, comme par exemple appelant au boycott. Tous ces gens-là risquent d'avoir des ennuis, en tout cas aux États-Unis et dans certains pays européens. Je ne sais pas ce qu'il en est encore en France, mais on voit bien à quel point le deux poids deux mesures règne en maître absolu sur la question du militantisme anti-apartheid, anti-génocide, anticolonial dans l'ensemble du pays, puisqu'on peut se faire regarder à vue, infliger une amende, voire pour l'instant c'est en tout cas garde à vue et amende, mais pour certains qui peuvent être assez lourdes,
du simple fait d'appeler au boycott d'un État qui pratique l'apartheid de la colonisation. Chercher l'erreur pour tous les boycotts qui ont eu lieu, à commencer par le boycott officiel, l'embargo sur la Russie pour l'attaque de l'Ukraine, mais l'embargo sur l'Afrique du Sud, le Mexique, la Chine, enfin, les appels aux embargos et aux boycotts sont extrêmement nombreux. Seul l'appel au boycott d'Israël peut tomber sous le coup de la loi au nom d'un antisionisme qui serait assimilé à de l'antisémitisme. Alors, ça introduit la dernière partie de mon laïus, après quoi ce sera ouvert à la discussion, aux questions, au débat, etc. Cette dernière partie, c'est le partage d'une réflexion sur les mots que l'on emploie, les notions que l'on mobilise pour parler de ce conflit. Alors, je ne peux pas les passer en revue toutes parce que ça nous prendrait toute la soirée, on n'a pas suffisamment de temps, mais il y en a quand même un certain nombre qui méritent d'être mis en avant. Je commencerai par le droit de se défendre. Le droit de se défendre a été invoqué instantanément, et d'ailleurs, ça n'est pas la première fois, il est régulièrement invoqué en faveur... Pardon. Régulièrement invoqué en faveur d'Israël, ce qui sous-entend que jusqu'au 6 octobre, il y avait deux pays qui vivaient en paix, Gaza et Israël, et que le 7 octobre au matin, pris d'une subite pulsion antisémite, pris d'une subite envie de tuer le maximum de juifs possible, le Hamas et d'autres groupes lancent cette attaque. Bref, le temps zéro, c'est le 7 octobre, à 6h30 du matin. Cela, c'est une façon de passer par perte et profit, d'étendre une sorte de voile d'ignorance sur la caractérisation majeure de cette région qui est la colonisation, l'occupation et, pour ce qui concerne Gaza, le blocus qui lui est imposé depuis maintenant plus de 15 ans. Donc le droit de se défendre, en fait, il est invocable, il est légitime lorsque un pays, disons une entité, attaque une autre entité du même type. Un individu attaque un autre individu, ben vous avez le droit de vous défendre parce que vous avez été agressé. Un pays attaque un autre pays, cet autre pays a le droit d'utiliser la violence pour réagir contre le pays agresseur. C'est à la fois du bon sens, de la tradition, de l'usage, et c'est également du droit, que ce soit du droit national ou du droit international. Donc toute guerre de défense contre une agression est a priori une guerre juste. Eh bien, dans le cas qui nous rassemble ce soir, c'est le contraire. C'est l'inversion des situations. Le pays qui attaque, le pays qui occupe, le pays qui annexe indûment, qui spolie, qui dépossède, etc., c'est évidemment Israël en Palestine. Et donc il y a un État occupant et il y a une population occupée. Jusqu'à preuve du contraire, la population occupée, c'est reconnu par le droit international, mais également par une sorte d'évidence acceptée par tous. Une population occupée a le droit de se défendre. L'État occupant, lui, a un certain nombre de devoirs vis-à-vis de la population et de la société occupée, devoirs d'ordre social, humanitaire, juridique, etc. Mais une insurrection, une révolte organisée par des mouvements de la société occupée ne tombe pas sous le coup du droit de se défendre tel qu'Israël l'a utilisé, l'a invoqué, et tel qu'il lui a été accordé, notamment par la France, mais par bien d'autres pays. Notons un mot sur la nature des crimes commis le 7 octobre. Personnellement, je considère qu'il s'agit d'actes terroristes caractérisés, de crimes de guerre, voire de crimes contre l'humanité, et cela sans aucune restriction. Ce n'est pas parce que le Hamas a le droit de se révolter que les formes que prend cette révolte
sont permises sans absolument limite. Le droit de révolte, lui aussi, doit être limité dans son expression violente. Mais le fait d'utiliser la violence pour se révolter en situation d'occupation, lui, il est irrévocable, il est irrécusable. C'est bien du côté palestinien que le droit de se défendre pouvait être invoqué, et non du côté israélien. J'ajoute que la prise d'otage, dont j'ai parlé tout à l'heure, j'ai parlé de la fin du supplice des Palestiniens, la restitution des otages est aussi un soulagement, est aussi une bonne nouvelle. Ces gens-là n'avaient rien fait qui justifie un emprisonnement comme cela. Mais je viendrai tout de suite après à cette notion d'otage et de prisonnier. Donc, tout commence le 7 octobre. Non, ça fait 57 ans que dure l'occupation de territoires conquis en 67, et ça fait 75 ans que la question palestinienne et la question sioniste sont posées d'une manière critique, d'une manière conflictuelle. Donc tout n'a pas commencé le 7 octobre, contrairement à ce que on ne cesse de nous redire, et c'est une bataille qu'il faut mener absolument. Gaza était un territoire occupé, certes par des geôliers qui contrôlaient ce territoire de l'extérieur et non pas de l'intérieur, mais qu'il s'agisse d'une prison autogérée ou non, il s'agit d'abord d'une prison. Je rappelle que toutes les communications entre Gaza et l'extérieur sont sous le contrôle israélien, que le littoral est sous contrôle israélien, que les pêcheurs n'ont droit qu'à une étroite bande littorale pour pêcher, faute de quoi ils se font immédiatement tirer dessus par la marine israélienne, qui ne s'en prive pas. Régulièrement, des pêcheurs sont attaqués par la marine israélienne, que le ciel est occupé en permanence par des drones qui surveillent constamment l'intégralité de la bande de Gaza, que le sous-sol lui-même est pillé par les Israéliens qui pompent les nappes phréatiques de l'intérieur de Gaza. Bref, quel que soit l'abord que l'on prend pour examiner la situation, on voit que Israël est en position de domination, de contrôle total, et qu'il s'agit bien d'un pouvoir occupant. En plus du fait que, juridiquement, le droit international, l'ONU, qui ne sont quand même pas des détails dans cette affaire, reconnaît Israël comme pays occupant Gaza et la Cisjordanie, et d'ailleurs également le plateau du Golan. Donc il ne peut pas y avoir de discussion là-dessus, c'est un fait, et ceux qui contestent ce fait peuvent aussi contester l'existence de Louis XIV ou se ranger aux côtés de divers négationnistes, mais ça ne change rien à la réalité factuelle de cette situation. Donc le droit de se défendre est invoqué de façon abusive, alors hypocrite ou ignorante ou démagogique ou opportuniste, je ne sais pas. Ça relève, selon les personnes qui l'utilisent, de l'analyse individuelle. Mais en tout cas, c'est un droit qui est invoqué de façon abusive. Un mot sur la question des otages, puis je parlerai ensuite de la démocratie, et on en terminera, ou à peu près vers là. Un mot sur les otages. Israël, le Hamas, a enlevé 251 personnes, tué, semble-t-il, 400 soldats et policiers par l'attaque de postes de police et de postes militaires, et environ 800 personnes, puisqu'il y a 1200 victimes de l'attaque du 7 octobre, à quoi il faut retrancher sans doute une centaine de personnes, israéliens, ou en tout cas de personnes qui étaient en Israël, parce qu'il y a eu ces tirs amis, cette riposte par hélicoptère et tank qui a été assez aveuglante et qui s'est déroulée d'une manière très amateur, très peu professionnelle, parce qu'ils ne s'attendaient pas du tout à ce qu'il aurait tombé dessus, et donc il semblerait qu'il y ait environ une centaine de victimes israéliennes de tirs israéliens. Bien, ça c'est le bilan du 7 octobre.
peut-on appeler terroristes des gens qui ont attaqué les postes militaires et policiers? Je rappelle que pour Israël, tout Palestinien armé est un terroriste. Et je dirais même plus, tout Palestinien tué est un terroriste, parce que sinon il ne serait pas tué. C'est QFD. Donc ça, c'est le tour de passe-passe constant auquel se livre la propagande israélienne, qui a de larges relais, malheureusement, en Europe et en France. Mais ceux qui attaquent des policiers et des militaires qui sont les agents de l'occupation, de l'encerclement, de l'emprisonnement des Palestiniens, doivent-ils être qualifiés de terroristes? On peut dire que là, on est dans le cadre d'un conflit classique avec une force de résistance, une force d'occupation militaire, et pour une fois, c'est les résistants qui tuent les militaires. Moi, il me semble que dans ces conditions, le terme de résistant s'applique, et que, comme d'ailleurs à Jenin en ce moment, le terme de résistant s'applique, mais les Israéliens et ceux qui les soutiennent ne parlent que des terroristes qui sont abattus à Jenin, ces gens qui ne font que se révolter contre une occupation, alors là, qui est celle de tous les jours, de tous les instants, de tous les centimètres carrés, en Cisjordanie occupée. Donc déjà, il y a un certain nombre de nuances à apporter, ou en tout cas à avoir à l'esprit, dans l'usage des termes qui s'appliquent donc à la situation. Certes, comme je l'ai dit, l'attaque du 7 octobre sur les kibboutz et le festival Nova, lui, il relève d'un acte terroriste, c'est-à-dire d'une volonté d'infliger la terreur dans un but politique, dans un but qui dépasse le simple fait de tuer. C'est comme ça qu'on peut qualifier un acte terroriste. Mais on ne peut pas qualifier une organisation d'organisation terroriste parce qu'on n'a pas de définition substantielle pour cela. Et personnellement, j'ai été amené à réagir, et d'ailleurs je pense que ça m'a valu un certain bannissement des médias mainstream dès le début, enfin dès l'hiver 2023, j'ai refusé de qualifier le Hamas d'organisation terroriste, tout en qualifiant, comme je le fais ce soir devant vous, l'attaque du 7 octobre comme un acte terroriste, en tout cas pour tout ce qui concerne les attaques de civils et la prise d'otages. Ça, pour moi, ça reste clairement du terrorisme. Mais j'ai refusé de qualifier, c'était à LCI, à l'émission de David Pujadas, j'ai refusé de qualifier le Hamas d'organisation terroriste, parce que le Hamas, c'est à la fois c'est une idéologie, un programme politique, une idée circulante, et c'est aussi un certain nombre d'institutions para-étatiques qui donc gèrent des hôpitaux, le ramassage des ordures, l'état civil, bref, qui a des prérogatives d'ordre politico-administratif qui relèvent d'une autorité et non pas d'une organisation terroriste. Et voilà, et je dirais que si le simple fait d'attaquer des civils dans un but politique, ça relève du terrorisme, alors il faut que l'appellation, le qualificatif, s'applique également à l'armée israélienne, qui tue en grand nombre des civils, en toute connaissance de cause, car quand on envoie une bombe d'une tonne dans un immeuble, on sait qu'on va pulvériser l'immeuble et pas simplement frapper l'endroit où se trouve le membre supposé du Hamas. C'est comme ça qu'on arrive à des bilans allant jusqu'à 100 000 morts par violence directe aujourd'hui à Gaza. Et je faisais remarquer sur le moment, et je continue de le faire remarquer, qu'on n'a pas avancé dans la compréhension et dans la possibilité du dépassement du conflit. Une fois qu'on a dit le Hamas est terroriste, oui, peut-être, non. L'armée israélienne est terroriste, oui, peut-être, non. Ou alors on constate que le terrorisme ne s'applique qu'à des entités privées, que par définition, dans les usages, pas par définition d'ailleurs, par usage, dans la sphère juridique internationale, le terrorisme ne s'applique jamais à un État, mais toujours à des organisations privées. Oui, mais pourquoi on n'est pas capable vraiment de l'expliquer? Sans doute parce que ce sont des États qui font le droit et qu'ils s'exonèrent de cette qualification. Mais en tout cas, moi, il me semble que à la fois, ce sont les deux
ou aucune, et que de toute façon, on ne gagne ni en compréhension, ni en potentiel dépassement vers une solution en appliquant ces notions qui ont simplement la vertu de vous situer dans un camp ou dans un autre, mais absolument aucune autre. Par ailleurs, il est convenu d'appeler otages les gens qui sont détenus, les Israéliens qui sont les Israéliens qui sont détenus par le Hamas. On pourrait considérer qu'ils sont aussi un certain nombre sont des prisonniers, puisqu'il y a aussi des soldats qui sont détenus. Je rappelle que Gilad Shalit, qui a été détenu pendant 5 ans par le Hamas, avant d'être échangé contre un peu plus de 1000 prisonniers israéliens, Gilad Shalit était qualifié d'otage, les prisonniers palestiniens étaient qualifiés de détenus ou de prisonniers, et là, il y a un tour de passe-passe qui est important à mettre en évidence et à mettre en avant. Gilad Shalit était un pilote de tank qui a été pris par un commando du Hamas, qui avait creusé sous la clôture, la barrière de sécurité, la frontière Israël-Gaza, peu importe, qui s'était donc infiltré en Israël et qui est allé capturer un soldat qui était dans un dispositif militaire, un char Merkava, c'est un sacré dispositif militaire, sur une ligne de front militaire. Hein, la frontière considérée comme une ligne de front militarisée. Eh bien, Gilad Shalit devait être qualifié de prisonnier. Et d'ailleurs, bénéficier à ce titre de la Convention de Genève, c'est-à-dire d'un traitement décent, d'un droit aux services médicaux, de droit de pratiquer sa religion, d'être nourri décemment, d'échapper à toute forme de torture, etc. Ça a aussi des avantages d'être considéré comme prisonnier, et le fait de l'être devait apporter tous ces avantages. Bon, Gilad Shalit n'a pas été si maltraité que ça d'une manière générale, mais c'est sa situation qui a été maltraitée. Il était systématiquement qualifié d'otage par la presse, par tout le monde, alors que on ne parlait pas d'otages pendant la Deuxième Guerre mondiale, on parlait de camps de prisonniers, non pas de camps d'otages. C'était absolument grotesque. Et bien là, il n'y a pas de raison supplémentaire pour le faire. Et par contre, il faut se rappeler que la moitié de ceux qu'on appelle les prisonniers palestiniens, donc détenus dans des prisons palestiniennes, israéliennes, ont été capturés sur un mode purement administratif, c'est-à-dire éventuellement sous le coup d'un soupçon de préparer je ne sais quel attentat ou action hostile vis-à-vis d'Israël. Il n'y a pas besoin de preuves, il n'y a pas besoin de dossier, de toute façon il n'y a pas d'avocat, il n'y a pas de juge, c'est de la détention administrative pour la plupart d'entre eux. Ce sont des dispositions juridiques, c'est parfaitement légal en Israël. Donc on n'enfreint pas la loi israélienne, y compris quand on torture, car la Cour suprême a légalisé la torture depuis 1992, donc il y a déjà un certain temps de cela. Donc tout cela est parfaitement légal au regard de la loi israélienne, mais considéré comme, d'une certaine manière, comme légitime par la plupart des observateurs. Et c'est là qu'il faut introduire une césure entre ce qui est légal et ce qui est légitime. Hein, on pourrait remonter à des temps où il était légal de tuer des gens, de les enfermer pour des raisons d'ordre racial, religieux ou que sais-je. Donc la légalité en soi n'est pas un indicateur extrêmement fiable du caractère éthique, du caractère défendable de telle ou telle mesure. Eh bien là, en l'occurrence, il me semble qu'on devrait aussi mener la bataille des mots et parler d'otages, en tout cas d'un certain nombre d'otages, quand on parle des détenus palestiniens en Israël, car c'est même de notoriété publique, on peut l'entendre dans les médias mainstream, Israël capture des Palestiniens pour pouvoir les échanger ensuite. C'est-à-dire c'est une monnaie saisie, prélevée dans la société palestinienne pour pouvoir ensuite payer en retour lors d'échanges de captifs. Donc otages, prisonniers, voilà des termes qui se discutent également.
Et puis j'en viens au dernier mot que je voulais mettre en discussion, qui est le mot de démocratie. Si Israël bénéficie d'un tel soutien de la part des Occidentaux, et ça nous est rappelé en permanence, pour une raison primordiale, qui est qu'Israël serait une démocratie. Et on invoque bien souvent, enfin certains en tout cas, invoquent le précédent de la guerre d'Espagne, ce conflit dans lequel les tyrans ont soutenu des forces dictatoriales, tandis que les démocraties ont lâché les démocrates en Espagne. Et la leçon est tirée, plus jamais ça, il ne faut plus que les démocrates se sentent isolés, il faut les défendre, et d'ailleurs, nous dit-on parfois, enfin, les plus culottés, mais il y en a quand même un certain nombre, qui nous expliquent qu'Israël se bat pour nous. D'ailleurs, le plus culotté étant le Premier ministre israélien, Netanyahou, qui ne cesse de dire qu'il se bat pour nous, puisque le Hamas, c'est un suppôt de l'Iran, et que l'Iran a un projet de djihad, d'invasion de l'Europe, la conversion à l'islam du monde entier, etc. Et que donc nous, les laïcs, les modernes, les démocrates, on doit résister à cela. Et le fer de lance de cette résistance, c'est Israël. À quoi il faut ajouter que le fer de lance de la lutte antiterroriste, c'est aussi Israël depuis 2001. En tout cas, c'est l'image que cherchent à vendre les premiers ministres successifs d'Israël, en expliquant notamment que, par exemple, eux, ils ont aussi leur Ben Laden, il s'appelle Arafat, c'est Sharon, je crois, appelant le président Bush à l'époque. Donc, il y a à la démocratie un certain nombre d'ajouts qui sont la lutte anti-terroriste et la promotion civilisationnelle, si l'on veut. Israël appartient à la sphère civilisationnelle occidentale, du moins est-ce ce qui est prétendu par eux et par un certain nombre de pays occidentaux qui les soutiennent. Et en ce nom, Israël a le droit de se défendre, comme je l'ai dit, et même le droit d'imposer sa volonté, car c'est une volonté démocratique. Mais peut-on imaginer un pays dans le monde, un pays quelconque, je mets de côté Israël, un pays quelconque, pratiquant l'apartheid, le vol de terre, la dépossession, les expulsions forcées, la légalisation, la torture légale, l'emprisonnement administratif indéfini, quel pays au monde pourrait prétendre à être considéré comme démocratique, à part Israël? Et Israël bénéficie de ce second avantage, si j'ose dire, avantage, non, je retire le mot, mais de ce second attribut, d'être l'État qui est issu du supplice des Juifs sous les nazis. L'État issu de la Shoah, qui offre une sorte de réserve de crédit illimitée pour accomplir à peu près n'importe quoi. Ce qui a été fait là en Syrie, où on a détruit les 2/3 de l'armée syrienne, ce qui a été fait au Liban, où même pendant le cessez-le-feu, Israël continuait de mitrailler, ou pour descendre Nasrallah, on envoie des bombes d'une tonne qui font effondrer des immeubles entiers, 2 immeubles entiers, pour venir à bout du chef du Hezbollah, où on provoque des milliers de blessés avec ces téléphones, ces pagers, je ne sais plus comment on appelle ça en français. Les beepers, voilà. Piégés. Et personne, non seulement personne ne les condamne, mais au contraire, on les félicite. Ah, quel joli coup, ça c'est la technologie, ça c'est du savoir-faire, enfin tout le monde est admiratif. Israël a réussi à s'imposer, comme je le disais tout à l'heure, par son pouvoir d'intimidation, de destruction et de surveillance. C'est ça qui est la caractéristique principale d'Israël aujourd'hui, mais une caractéristique reconnue comme un attribut positif. Et bon, je reviens à cette notion démocratique parce que elle est absolument primordiale et il ne faut
chaque fois qu'on a l'occasion, pas laisser passer l'emploi de ce terme pour qualifier ce pays, car il est plus proche, disons, de ses voisins proche-orientaux par ses méthodes, et plus proche de pays qu'on ne considérerait plus depuis longtemps comme des dictatures, c'est-à-dire des régimes bien anciens et depuis longtemps dépassés, si l'on se réfère à l'Occident. Donc, aussi bien par rapport à ses voisins auxquels il commence à ressembler de plus en plus, notamment son voisin syrien, hein, qui lui aussi, en tout cas du temps de Bachar el-Assad, était ultra-violent. Je ne sais pas ce qu'il va en être là. Pour l'instant, ça prend quand même un chemin beaucoup plus positif de ce point de vue-là. Là aussi, ça fait partie des quelques nouvelles réconfortantes. Il faut espérer qu'elles seront vérifiées par la suite. Mais voilà. Donc, otages, prisonniers, démocratie, droit de se défendre, voilà, me semble-t-il, le champ de bataille sur lequel il faut se déplacer, sur lequel il faut se mobiliser, pour ne pas laisser à des gens, soit de mauvaise foi, soit de bonne foi, mais totalement trompés, soit au cerveau complètement lessivé par la propagande, le haut du pavé, le dernier mot, car pour l'instant, ce dernier mot, c'est celui de la mort et du supplice infligé aux Palestiniens. Voilà, j'en ai terminé. Je vous remercie de votre attention et je suis prêt à répondre à vos questions. Donc avant de passer aux questions-réponses, je vous rappelle demain, rendez-vous 14h30, colonne de Merton, pour un rassemblement qui pourrait donner manifestation si nous sommes assez nombreux et nombreux. Autre date, le vendredi 31 janvier, à 18h30, à la brasserie Auberge de Jeunesse, soirée poésie, que ma mort apporte l'espoir, poème de Gaza, organisé par la FPS. Je pense que ça peut être un bon moment, poétique aussi, malgré la difficulté de se réjouir de certaines choses. Et juste dernière petite chose, petit détail, pour les questions-réponses, ça serait vraiment super sympa que vous soyez toutes et tous assez directs dans votre question, hein, parce qu'on sait très bien qu'à certaines conférences, il y a des gens du public qui refont la conférence, hein, donc c'est assez gênant. Sachant qu'à 20h40, Ronnie, on te kidnappe et puis on te ramène dans ton train. 30, oui. Pardon, 30, oui, donc voilà, je connais 10 minutes. Et juste autre petite chose, les délicieuses pâtisseries arabes qui ont été confectionnées par Tria et puis quelques-unes de ses amies et membres de sa famille, elle se cache parce qu'elle ne veut pas dire. Merci à toi Tria. Ça serait sympa que vous les mangiez vraiment dans le coin du buffet. Parce que ou en partant carrément, parce qu'on n'a pas envie de ramasser les miettes après. Merci à vous. Donc on va prendre 3... Ça marche? Il marche celui-là? Il marche? On va prendre 3 questions, et puis Ronnie répondra, et puis vous revenez, je reviendrai. Donc un homme, une femme, pour la parité. Oui, bonsoir. Est-ce que tu pourrais nous dire... Pardon, là, c'est mieux là? Est-ce que tu pourrais nous dire ce que tu penses de cette alliance qui existe entre les sionistes israéliens et les évangéliques américains? Et dans quel cadre, quel est le projet final de l'alliance et qui existe entre ce monde-là? Il n'y a pas de femme? Ah, on a là. Vous m'entendez? Non? Oui. Excusez-moi. Vous m'entendez? Oui. Oui, bonjour. J'ai lu un article récemment disant qu'il y allait y avoir une conférence en juin avec M. Macron. Et dans cet article, c'est Vincent Lemire, hein, qui est historien, qui a écrit beaucoup de choses sur Jérusalem, disait que, en fait, ils allaient réclamer peut-être la libération de Marwan Barghouti.
Est-ce que vous pensez que ça peut être un avenir pour la Palestine? Le jeune homme là. Voilà. Bonsoir. C'est le 7 octobre, on considère comme un acte terroriste. On considère le 7 octobre comme un acte terroriste. Il reste quoi? On ne sait pas l'objectif, c'était quoi le Hamas qu'ils ont fait le 7 octobre. Et il reste quoi pour les Palestiniens pour montrer ce qui se passe là-bas? Oui, on va attendre la réponse. 3 questions, 3 réponses. Bien. 3 questions absolument toutes intéressantes. La question des sionistes et des évangéliques dans le monde me donne l'occasion de souligner le fait que la masse des sionistes n'est pas juive. La masse des sionistes, ce sont les évangéliques. Les soutiens les plus ardents, les plus nombreux, ce sont des évangéliques, essentiellement états-uniens, mais pas seulement. On en voit maintenant au Brésil, on en voit également en Afrique, car les évangéliques, les différentes dénominations des évangéliques sont extrêmement dynamiques, sont dans une tendance d'expansion. Et ils sont sionistes avant les sionistes, si je peux dire. Les premières traces d'un rassemblement de juifs en Palestine autour de Jérusalem remontent au XVIIIe siècle dans la littérature évangélique qui se réfère à des passages de la Bible indiquant que le rassemblement des Juifs en Palestine doit être le prélude au second avènement du Messie, donc au retour du Christ et à l'Apocalypse et au règne de 1000 ans, donc au règne du Christ définitif sur la terre. Le règne de 1000 ans étant le règne éternel, bien évidemment. Donc ça, c'est la naissance du sionisme évangélique. Le sionisme juif, lui, il naît à la fin du 19e, disons dans le dernier tiers du 19e, sans d'ailleurs relation directe au sionisme évangélique, mais plutôt en rapport avec le printemps des nationalités, avec l'effervescence nationaliste qui a marqué le 19e siècle. Lord Balfour, qui est l'auteur donc de cette fameuse déclaration au terme de laquelle les sionistes se voyaient reconnaître la promesse de l'existence d'un foyer juif en Palestine, Balfour était un évangélique ardent. C'était un antisémite tout aussi déclaré, extrêmement... enfin, à l'époque, on pouvait déclarer son hostilité vis-à-vis d'une race, d'une religion, de tout ce qu'on voulait. Donc le racisme, l'antisémitisme étaient des formes de liberté d'expression. Je rappelle que Drummond éditait un journal antisémite qui s'appelait La Libre Parole, dont l'unique obsession était de s'en prendre aux Juifs. Donc, Balfour appartenait à cette tradition évangélique antisémite qui voyait plusieurs avantages à l'existence d'un foyer juif, c'est-à-dire à la fois la réalisation de cette promesse biblique à laquelle il croyait en tant qu'évangélique, et puis le fait de débarrasser le Royaume-Uni de ses juifs, parce qu'en tant qu'antisémite, on a tendance à l'oublier depuis Hitler, mais les antisémites traditionnels ne voulaient pas spécialement la mort des juifs, ils voulaient simplement ne pas en avoir à côté de chez eux, et les virer. C'était plutôt de ça qu'il s'agissait. Eh bien, le sionisme accomplissait ce rêve antisémite de débarrasser l'Europe des juifs. Donc, les évangéliques, et plus largement les anti-juifs religieux, ou les judéophobes religieux, disons, pouvaient s'appuyer sur la Bible pour cela. Et les sionistes venaient, d'une certaine manière, leur donner raison. Herzl, donc le père fondateur, si l'on veut, enfin, l'un des principaux pères fondateurs du sionisme, ne cachait pas que les antisémites étaient ses meilleurs alliés. C'était explicite, c'était dit. Je recommande, pour ceux qui ont envie de creuser la question,
l'excellent livre de recueil de textes publié sous la direction de Béatrice Aurès et de Michel Sibony et d'une troisième autrice dont vous me pardonnerez, je ne me rappelle plus le nom, mais qui s'appelle Antisionisme, une histoire juive. On aurait pu rajouter sionisme, une histoire antisémite. Histoire de bien montrer l'absurdité et le caractère à la fois insultant et imbécile de l'équivalence antisionisme égale antisémitisme. Dans l'histoire, ce sont d'abord les juifs qui sont antisionistes et les antisionistes qui sont et les antisémites, pardon, qui sont pro-sionistes. Là, il y a une inversion qui n'est pas facile à se représenter en tête, mais qui est une réalité. Et vous posiez la question du projet final. Alors le projet final, bon, moi, personnellement, je ne suis pas croyant, donc tout ça, ce sont des histoires. Mais le projet final, c'est la disparition de l'autre. Une fois les Juifs rassemblés en Palestine, le second avènement du Messie, prélude à l'Apocalypse, à la guerre de Gog et Magog, ça veut dire quoi? Ça veut dire l'extermination de tous ceux qui n'ont pas reconnu le Messie. Donc les Juifs, puisque par définition, ils n'ont pas reconnu le Messie. C'est même ça qui les constitue en Juifs. Enfin, aux yeux des évangéliques. Donc, les évangéliques meilleurs amis des Juifs, ceux qui peuvent se déplacer depuis les États-Unis jusqu'à Sderot ou à Bethléem pour aller manifester contre le retrait de Gaza, même ils sont allés jusque-là, s'indigner de la moindre restitution ou même une pseudo-restitution de terre aux Palestiniens, les indignent parce que ça met en péril le projet. Donc ce sont des sionistes fanatiques et l'ambassadeur américain actuel, enfin le nouvel ambassadeur américain à Jérusalem, puisque l'ambassade américaine est à Jérusalem, est lui-même un évangélique ardent, pro-colon à fond. Et pour l'anecdote, les deux prédicateurs qui ont béni l'ambassade américaine à Jérusalem, car l'ouverture d'une ambassade est toujours accompagnée d'une bénédiction dans la tradition politique américaine. Eh bien, ces deux prédicateurs étaient des antisémites déclarés et des sionistes farouches. Et je dis des antisémites déclarés parce qu'ils n'avaient pas fait mystère de leur hostilité aux Juifs, ou plus exactement fait mystère de tous les poncifs et les clichés antisémites qu'ils pouvaient véhiculer jusqu'alors, et qu'ils continuent d'ailleurs de véhiculer. Voilà donc pour la relation sioniste-évangélique. Deuxième question concernant donc Marouane Barghouti. Je suis très content que vous ayez mentionné effectivement cette personnalité. Je n'ai pas vu l'article dont vous parlez parce que je... D'accord, oui. Non, mais je ne mets pas du tout en doute, mais simplement je ne l'ai pas vu. Moi, la libération ça fait, disons, des années que chaque fois que j'en ai l'occasion, je m'efforce de rapprocher Marouane Barghouti de Nelson Mandela. Parce qu'ils ont des parcours qui sont étonnamment analogues, étonnamment proches. C'est à la fois des combattants résolus, des gens qui ont été dans les batailles de rue, qui ont fait la démonstration de leur courage physique, qui se sont engagés dans la lutte armée, qui ont été faits prisonniers, qui ont passé une grande partie de leur vie en prison. Et pour Marouane Barghouti, c'est au présent qu'il faut le dire, il est toujours en prison, qui ont appris la langue de l'ennemi et qui ont fait preuve d'une stature politique en acceptant des compromis, en regroupant différentes factions. Marouane Barghouti est l'auteur du document des prisonniers paru en 2006, enfin établi en 2006, qui rassemble l'ensemble des factions palestiniennes, Hamas compris, pour l'établissement d'un État dans les frontières de 67, etc. Tout cela est dépassé aujourd'hui. Marouane Barghouti est en prison puni de 4 condamnations à perpétuité, plus une condamnation à 20 ans, je crois, puisque c'est le système anglo-saxon où les peines sont cumulées, pour un dossier vide, secret, enfin un dossier, disons, secret, qu'on peut présumer totalement vide, un dossier entièrement établi par le Shabak, la police
la police, comme le Shin Bet, donc un prisonnier politique exactement au même titre que Mandela, sauf que Mandela, au bout de 20 ans, a été détenu dans des conditions qui devenaient beaucoup plus humaines. Ça a été très dur au début, ça s'est assoupli par la suite, parce que De Klerk était, le Premier ministre sud-africain de l'époque, pragmatique, a compris qu'il y avait une nouvelle ère qui s'ouvrait avec l'arrêt de la guerre froide et donc la position privilégiée de l'Afrique du Sud, et qu'il fallait donc passer aux négociations, et il avait quelqu'un en face de lui pour négocier. Il n'y a pas de Klerk en Israël. Il y a une brute fascisante de type Netanyahou entourée de fous furieux. Il n'y a pas l'équivalent de ces pragmatiques qui, certes, n'avaient pas abandonné leur racisme, mais avaient compris que ça ne pouvait plus être un système étatique. Ça ne pouvait plus être la base du système politique sud-africain. Eh bien, il n'y a pas assez de gens qui pensent cela en Israël pour que Barghouti soit libéré, bien que Shimon Peres et Tzipi Livni, l'un et l'autre dans des campagnes électorales, aient annoncé qu'en cas de succès électoral, ils libéreraient Barghouti. C'est dire que le terroriste au couteau entre les dents, ça vaut pour la propagande, mais que certaines personnes bien informées en Israël, y compris au plus haut niveau, n'achètent pas cette image ridicule. Mais Barghouti reste en prison. À ma connaissance, il a été déménagé de sa prison récemment. Il a été torturé. Et donc rien n'indique que sa libération soit à l'ordre du jour. Que ce soit, disons, un impératif stratégique pour beaucoup, Israéliens comme Palestiniens, je n'en doute pas un instant. Je pense que il fait partie, compte tenu des purges, des assassinats répétés du leadership palestinien par les Israéliens, il n'y a pas tant de leaders que ça. Et on le voit avec l'autorité palestinienne, qui est dans un état lamentable, et même plus que lamentable, enfin condamnable. Barghouti est la seule personnalité politique palestinienne aujourd'hui susceptible de rassembler l'ensemble de la population palestinienne et des différentes factions, car il y en a pas mal. On ne parle que du Hamas et du Fatah, mais il y en a FPLP, FLP, etc. Bref, ce serait la seule personnalité capable de rassembler tout ce monde, mais bien évidemment, les Israéliens n'en veulent pas, parce que ce qu'ils veulent, c'est les Palestiniens dehors, pas les Palestiniens dans un État comme partenaire. Donc, à ce stade, exit Marwan Barghouti, mais à la fois sur le plan, disons, humain, parce que cet homme est absolument remarquable, admirable, et qu'en plus il est dans un cul de basse-fosse et torturé, ça mériterait qu'on fasse campagne, enfin ça mérite qu'on fasse campagne pour lui, et sur un plan politique, il est l'un des rares qui pourrait permettre le dépassement de la situation actuelle. Mais c'est précisément ce que ne veulent pas, à ce stade en tout cas, les Israéliens. Et puis enfin, dernière question sur le 7 octobre, si le 7 octobre est un acte terroriste, alors que resterait-il aux Palestiniens? Je comprends très bien cette question. Je vous dirais que si le Hamas s'était contenté d'attaquer, y compris de tuer les policiers et les militaires israéliens en poste à la frontière de Gaza, ils étaient, si j'ose dire, les rois du pétrole. Enfin, ils étaient vraiment inattaquables. Ils attaquaient, ils s'en prenaient à la force d'occupation, à la force qui les maintient en prison de manière indue. Et personne ne... Enfin, ils auraient été attaqués naturellement, mais sur le fond, ils auraient bénéficié d'une aura extraordinaire. Malheureusement, je pense qu'ils ont été assez largement débordés par des mouvements de foule, des gens qui voulaient sortir de Gaza, s'en prendre aux Israéliens pour des raisons au demeurant très compréhensibles, mais politiquement extrêmement fâcheuses. Et voilà, donc le 7 octobre, j'ai pris soin d'ailleurs de le préciser, est un acte terroriste parce qu'il y a eu attaque contre les civils et enlèvement d'otages civils.
si les personnes enlevées avaient été des soldats ou des policiers, si les lieux d'attaque avaient été des casernes ou des postes de police, la situation aurait été totalement différente. Et d'ailleurs, à Jenin et en Cisjordanie, pour l'essentiel, dans 99% des cas, les attaques, y compris les attaques à main armée, sont contre des forces policières ou des forces militaires. Ça n'empêche pas les Israéliens de les taxer de terroristes, bien entendu, mais ça rend plus difficile tout de même cette qualification. Donc oui, il reste beaucoup de choses il reste des leviers à actionner pour les Palestiniens, et simplement, je pense qu'ils doivent s'interdire les méthodes que pratiquent les Israéliens, c'est-à-dire la terreur contre les civils. C'est au contraire, en se grandissant politiquement, à mon sens, qu'ils peuvent faire avancer leur cause. On reprend 3 questions, Ronnie. On reprend 3 questions. Bonsoir. Tout d'abord, merci pour votre conférence. Et j'aurais une question au sujet du Premier ministre Netanyahou qui se présente comme, entre guillemets, le bras armé de l'Occident et de mener cette guerre pour l'Occident. Et par rapport au silence des démocraties occidentales, est-ce que cette guerre de territoire ne devient pas forcément, n'est-elle pas en train de devenir une guerre également de civilisation, d'un choc Orient-Occident, voire même d'une guerre de religion ou autre? Bonsoir. C'était pour rebondir sur ce que vous disiez qu'en Israël, il n'y avait pas de clercs, qu'il n'y avait pas Il faudrait parler plus fort. Vous disiez que, oui, en Israël, il n'y avait pas de nouveaux de clercs qui étaient prêts à négocier avec les Palestiniens. Mais moi, c'était pour revenir sur l'assassinat d'Yitzhak Rabin, qui était quand même, a priori, le Premier ministre israélien le plus proche d'un accord de paix avec la Palestine, qui était prêt à reconnaître la Palestine, et qui a été assassiné, en fait, par un Israélien fanatique, avec la bénédiction d'un rabbin aussi fanatique. Est-ce que vous pensez, du coup, s'il n'y a plus aucun dirigeant politique israélien qui s'est avancé aussi loin que Rabin, c'est parce qu'ils avaient peur d'être assassinés à leur tour par des fanatiques religieux, minoritaires, ou est-ce que c'est parce que vraiment la société israélienne s'est droitisée? Il y a quelques années encore, on entendait parler de rapports qui existaient entre des personnes du peuple palestinien et des personnes du peuple israélien, avec, je dirais, une certaine convivialité, une tentative, en tout cas, de faire davantage connaissance. Il y avait eu un village, notamment, qu'on a appelé donc Dar el Salam, en arabe, ou alors Neve Shalom, pour les côtés israéliens. Il existait beaucoup de spectacles musicaux, théâtraux, avec des membres, je dirais, des deux parties. Voilà. Il existe aussi, à l'heure actuelle, il existe des mouvements pacifistes. Il existe un mouvement qui s'appelle Coexister, qui veut permettre toujours du dialogue. Là, en ce moment, on a l'impression qu'on ne peut plus entendre parler de toutes ces choses-là, qu'on entend parler plus que de guerre. Et on dirait que c'est la victoire, je dirais, des fanatiques de tous bords qui est seulement prise en compte. Il existe en ce moment un projet, que je l'ai lu dans les documents, la Palestine du fleuve à la mer, comme unique projet possible pour l'avenir dans ce lieu. Comment ça va se faire s'il n'y a pas de dialogue au niveau d'un minimum d'humanité entre des parents, des mères de famille, des pères de famille qui ont perdu un enfant, etc. Où est-ce que ça en est, ce dialogue un peu humanisé, un peu fraternel entre des êtres humains? Je reprends par la première question. Est-ce que
on est déjà engagé dans une guerre de civilisation, dans une guerre de religion. Moi, je ne le pense pas. Je pense que de nombreuses personnes ne le pensent pas non plus, mais c'est ce que veut imposer comme cadre de compréhension du conflit l'autorité israélienne, de façon absolument évidente. Le combat de la lumière contre les ténèbres, de la civilisation contre la barbarie, ce sont des expressions de Netanyahou employées dès le lendemain, enfin dès le jour même, je crois, du 7 octobre, ou dans les suites immédiates, et repris de manière assez large, assez enthousiaste même parfois, par nombre de pro-israéliens. Donc ça fait partie de ce qu'on pourrait appeler une prophétie autoréalisatrice. À partir du moment où on affirme de façon continue, répétée, qu'on est dans une guerre de civilisation, que le qualificatif de barbare s'applique à ceux d'en face, et que les lumières du progrès et de l'humanité sont réservées à ce camp-là, il y a quelque chose d'autoréalisateur là-dedans, parce que tout est interprété à cette aune-là. C'est la dérive dans laquelle, c'est la dérive que Israël est en train de suivre, dans un sens d'ailleurs assez paradoxal, paradoxal en apparence, parce que plus ils sont dans cette affirmation-là, plus ils deviennent un État policier, corrompu, doté de dirigeants comme Netanyahou, qui est sans doute une espèce de bête politique, parce qu'il n'a absolument aucun frein, aucune limite, aucune morale personnelle, enfin, seul compte son intérêt, sa gloire, son prestige et tout. Donc c'est évidemment alimenté par tout ça. Donc ma réponse, elle est en demi-teinte. Je ne crois pas, j'ai jamais cru un instant que le conflit israélo-palestinien était un conflit de civilisation. D'ailleurs, je ne crois pas au conflit de civilisation en général, pas plus là que ailleurs, quel que soit le ailleurs. Mais je constate qu'il n'est pas impossible de, dans comment dire, la continuité de cette guerre, dans la pulvérisation du politique, du social, au profit précisément du religieux, du métaphysique, il n'est pas impossible que ça le devienne. Voilà, je ne peux pas en dire plus. La question de Rabin. Donc, est-ce que dans les suites, les premiers ministres qui ont succédé à Rabin ont-ils eu peur de se rapprocher d'un processus de paix, ou est-ce la droitisation qui les maintenait à l'écart de ce dit processus? Mais je pense que c'est les deux de façon étroitement complémentaire. Plus la société est à droite, plus des terroristes peuvent être puisés dans son sein, et Yigal Amir, l'assassin de Rabin, n'a pas agi seul. Il était assisté par il était à la fois entraîné, assisté par des gens dans la police, dans l'armée, dans l'administration. C'est un complot qui a débouché sur l'assassinat de Rabin. Eh bien, les comploteurs ou leurs successeurs, mais disons l'esprit des comploteurs, aujourd'hui, ils sont au pouvoir. Ce sont eux qui dirigent Israël. Je rappelle que Netanyahou faisait campagne en 1995, l'année où Rabin a été assassiné, en mettant sur ses affiches de campagne le portrait de Rabin habillé en SS. Et que j'ai en tête aussi une photo d'un meeting d'un meeting qui a été prise à Jérusalem, où Netanyahou et Sharon d'ailleurs s'adressent à la population. Ils sont sur un balcon, une banderole est accrochée de chaque côté, et il y a écrit « Mort aux Arabes ». Un meeting officiel sur une grande place de Jérusalem, avec peut-être 10 000 personnes chauffées à blanc,
en train d'acclamer leur futur grand leader, et il y avait marqué « Mort aux Arabes ». Et pour que tout soit clair, ça n'était pas écrit en hébreu, c'était écrit en hébreu et en anglais. Comme ça, il n'y avait pas d'indication. Voilà, donc ça c'était déjà en 95. On pouvait faire un meeting où on mettait d'un côté Netanyahou habillé en SS, et de l'autre, accrocher une banderole avec écrit... Rabin. Qu'est-ce que j'ai dit? Netanyahou en Oh, pardon, oui, pardon, bien sûr. Lapsus. Voilà, donc la situation est celle-ci. Donc oui, la droitisation extrême de cette société, qui en plus en proie à une espèce de folie collective aujourd'hui, c'est ça qui caractérise aujourd'hui la politique et la société israélienne. Mais la troisième question me permettra de nuancer un peu ce propos, puisqu'elle s'appuyait, enfin, elle partait des rapports entre Israël